Noah est né en tant que 13e fils de la famille royale, l'un des 13 princes impériaux issus des reins du roi. Il ouvre les yeux pour trouver une femme bienveillante penchée sur lui et se demande si cette personne est sa mère ou simplement une servante. Mais avant qu'il ne puisse le déterminer, le visage d'un vieil homme barbu, qui s'avère être son père, le roi, s'approche de lui pour l'inspecter de la tête aux pieds. Le roi mentionne que Noah semble tenir de sa mère, et sa mère s'efface immédiatement, affirmant que ses yeux et ses sourcils ressemblent trait pour trait à ceux du roi. Noah remarque qu'il peut voir ses propres statistiques, mais rien ne semble encore avoir de sens pour lui. Soudain, l'un des mages de la cour s'approche et le prend délicatement dans ses bras avant d'annoncer au roi que Noah a une affinité magique avec l'eau. Le roi en rit joyeusement, affirmant que lorsque Noah atteindra l'âge adulte, il recevra les terres des royaumes du sud où vivent la plupart des clans de mages de l'eau, afin qu'il puisse les gouverner avec justice. Sur ce, le roi demande aux mages de la cour de jeter un coup d'œil aux statistiques de Noah. Mais au moment où ces statistiques sont révélées, toute la cour se tait, et même le roi a du mal à en croire ses yeux. Une personne dans la cour crie que c'est un miracle, tandis que d'autres se joignent à cette exclamation, ce qui perturbe Noah, qui vérifie alors ses propres statistiques pour réaliser qu'il a les statistiques d'un mage de l'eau de rang SS, ce qui est inouï, et encore moins de les atteindre à la naissance. 6 ans passent après ce jour, et Noah a grandi pour devenir un jeune garçon en bonne santé. Il a lentement appris à connaître le royaume de Myr, que son père gouverne, où la situation est calme depuis plusieurs décennies. Maintenant, alors que les gens vivent en paix sans guerre, le roi est très aimé du grand public, tout comme ses fils, qui sont adorés par les habitants ainsi que par les familles nobles du pays. Mais Noah ne s'intéresse pas vraiment aux intrigues politiques du royaume, car il a réalisé quelque chose au cours des 6 dernières années concernant lui-même. Il s'avère qu'il a un don spécial dont personne d'autre n'est au courant, il peut aspirer l'XP de ses subordonnés, ce qui signifie que plus il a de servantes, plus il peut devenir fort. Cela signifie également que, contrairement aux autres personnes qui ont un plafond de niveau, Noah peut monter en rang indéfiniment et devenir le mage le plus puissant de la planète. Ses servantes semblent lui être complètement loyalement dévouées, car elles discutent du fait qu'à seulement 6 ans, Noah se comporte plus comme un adulte que comme un jeune enfant. Il se rend bientôt dans la salle à manger pour prendre un petit déjeuner et réfléchit à la façon dont ses capacités et compétences sont assez limitées à ce stade en raison de son jeune âge. Mais s'il continue à s'entraîner, il devrait continuer à grandir à un rythme rapide et surpasser ses frères aînés. Ses pensées sont interrompues par une belle servante nommée Evelyn, qui lui annonce que le prince héritier du royaume et le 4e prince sont tous deux venus lui rendre visite. Noah décide de rapidement terminer son petit déjeuner, car même s'ils sont ses frères, il ne devrait pas faire attendre le prince héritier de tout le royaume. Il entre bientôt dans la salle de réception et s'agenouille pour accueillir ses frères aînés, le prince héritier Albert et le 4e prince Henri. Albert regarde Noah avec des yeux froids, lui demandant où il était, tandis que Henri le salue plus chaleureusement, affirmant que Noah semble devenir un jeune homme courtois. Albert déclare que Noah fera un bon chancelier un jour et lui annonce qu'il a un cadeau pour lui. Il frappe dans ses mains, et immédiatement un serviteur terrifié entre dans la pièce portant un petit cercueil, qui émane une aura mortelle. Noah est perplexe face à un cadeau aussi étrange, mais Albert ordonne au serviteur d'ouvrir le cercueil, ce qu'il est contraint de faire à contre-cœur. Au moment où il ouvre le cercueil, une aura de mort et d'agonie envahit la pièce, que Noah peut clairement sentir alors qu'il fixe l'épée à l'intérieur du cercueil, se demandant ce qu'il vient de ressentir. Avant qu'il n'ait eu le temps de retrouver son calme, Albert lui ordonne de la prendre pour voir ce que cela fait. Noah réalise qu'il ne veut pas vraiment manipuler la lame, mais considérant que c'est un cadeau du prince héritier, il ne peut vraiment pas refuser et est forcé de la saisir. Il attrape l'épée délicatement et la soulève, même si elle est trop grande pour son petit corps à ce stade. Albert sourit et dit à Noah qu'il savait qu'il pouvait le faire, et explique enfin que cette lame est une épée spéciale conçue pour être maniée par les mages de l'eau et est connue sous le nom de Léviathan. Il révèle également qu'avant lui, plus de 120 personnes ont tenté de la tenir, mais aucune n'a survécu pour raconter l'histoire. Cela l'effraie, et il manque de lâcher la lame brillante, mais Henri lui dit de ne pas s'inquiéter, car la malédiction de cette épée est si forte qu'il serait mort au moment où il l'aurait touchée si l'épée avait refusé de l'accepter. Sur ce, Albert et Henri se lèvent tous deux pour partir, tandis que Noah s'incline, pensant en lui-même à quel point ce prince héritier méprisable, qui est malheureusement son propre frère aîné, le testait avec une tâche aussi dangereuse sans aucune raison. Mais il sait que s'il le disait à haute voix, cela signifierait sa tête sur un pieu. Plus tard dans la soirée, alors que Noah se préparait à aller se coucher, il remarque que l'une de ses servantes semblait très tendue, alors il lui demande si elle va bien. Zoé, la servante, hésite d'abord, mais lorsque Noah insiste pour connaître la vérité, elle s'agenouille immédiatement, affirmant qu'elle souhaite un congé, car il y a eu une inondation dans son village et tout a été emporté. Sa famille meurt de faim, et elle prévoit de vendre son corps dans le quartier rouge dans l'espoir de collecter suffisamment d'argent pour aider sa famille. Noah lui ordonne de se taire, affirmant que Zoé est sa servante personnelle, et qu'il ne peut pas la laisser partir aussi longtemps. Il lui dit d'amener sa mère au domaine,
et il lui donnera le poste de fermeuse de la porte arrière et la paiera 5 000 $ par mois. Zoé est perplexe et affirme qu'elle n'a jamais entendu parler d'un tel poste, et même dans ce cas, le salaire semble incroyablement élevé. Noah lui dit de ne pas s'inquiéter à ce sujet, et lui dit également qu'il y a une maison vide dans la banlieue ouest de la capitale où elle peut s'installer et vivre avec sa mère. Zoé n'en croit pas ses oreilles et commence à pleurer lorsque Dylan, le majordome, sort et demande à Noah s'il désire quelque chose. Noah lui demande s'il est au courant des inondations dans la ville natale de Zoé et lui dit d'acheter autant de terre que possible dans cette région. Dylan est perplexe, car ce serait un mauvais investissement, mais Noah lui dit qu'ils doivent protéger les personnes dans le besoin là-bas, car s'ils n'interviennent pas, un groupe de malfaiteurs occupera ces terres et commencera à les squatteurs. Dylan est choqué, et Noah demande ce qui ne va pas, mais Dylan répond qu'il est juste surpris de voir à quel point Noah gère bien la situation avec la prévoyance d'un homme expérimenté, considérant qu'il n'a jamais rien vécu de tel auparavant. Noah pense qu'il a vu plus que sa part de destruction dans sa vie antérieure, mais il ne peut évidemment pas révéler cela à qui que ce soit. Dylan répond que, selon ses estimations, l'ensemble des terres devrait coûter environ 70 millions de $, ce qui choque Zoé. Même Noah sait que c'est une somme énorme, l'ensemble de son groupe de serviteurs gagne environ 80 000 $ par an, il dispose lui-même d'environ 50 millions de $ provenant des taxes et des cadeaux de ses frères, mais il manque encore 20 millions. Il se tourne vers Dylan et lui demande des terres qu'il possède au sud de la capitale et déclare qu'ils devront vendre ces terres. Dylan est choqué et conseille à Noah de ne pas le faire, car ces terres étaient un cadeau de son père, le roi lui-même, et vendre ces terres serait incroyablement impoli envers sa propre famille impériale. Noah lui dit de ne pas s'inquiéter de tout cela, car il s'occupera de son père plus tard, et leur dit que les nobles ont le devoir de se sacrifier pour apporter paix et bonheur à leur sujet. Plus encore, il sait aussi qu'un noble qui joue les martyrs est aimé du public, ce qui pourrait être utile tôt ou tard. Dylan s'incline devant lui et lui dit qu'il s'occupera de tout avant de partir pour faire les préparatifs nécessaires. Le lendemain matin, Noah se prépare avec son armée de servantes pour tout préparer en vue d'une inspection de la zone inondée lorsqu'il est appelé par le 4e prince, Henry. Il court immédiatement vers lui avec un salut chaleureux, s'excusant de ne pas être venu plus tôt, mais Henry lui dit de ne pas s'inquiéter et lui demande où exactement Noah prévoit d'aller. Noah répond qu'il y a une région nommée Daza qui a été complètement inondée, et qu'il vise à acheter des terres là-bas et prévoit d'inspecter la zone pour évaluer les dégâts. Henry remarque l'épée que lui a donnée Albert et lui demande s'il prévoit de l'utiliser pendant sa visite. Noah répond qu'il la porte au cas où il devrait s'en servir, mais il n'est pas encore sûr, car il n'a ressenti rien de différent à son sujet depuis sa première rencontre. Henry éloigne Noah des regards indiscrets et lui dit qu'il était un peu inquiet à propos de cette épée et de la soudaine générosité d'Albert. Alors il a fait des recherches de son côté et a découvert que l'épée semble avoir une volonté propre et ne peut être contrôlée que par quelqu'un qu'elle reconnaît comme son véritable maître. Noah se souvient de la vision qu'il a eue de toutes les personnes précédentes qui ont tenté de la maîtriser et réalise que cette épée est essentiellement comme un chien enragé, et qu'il devra mériter sa propriété avant de pouvoir véritablement la maîtriser. Henry lui dit d'être prudent et lui déconseille de l'utiliser sauf en cas d'absolue nécessité, car il a un mauvais pressentiment que l'épée lui prendra la vie tout comme elle a pris des centaines de personnes avant lui. Avec cet avertissement, Noah part pour la région de Daza et est surpris de voir le niveau de destruction causé par les inondations. Il dit à Dylan de trouver le bureau gouvernemental à proximité et de déterminer les actes de propriété de ces terres, puis il entre dans le village aux côtés de Zoé pour mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Il remarque des hommes dans des abris sommairement construits qui se rassemblent pour obtenir la nourriture de secours du gouvernement, ce qui le rend un peu heureux, mais cela disparaît complètement lorsqu'il prend une bouchée de la bouillie merdique qui leur est servie. Il ne peut pas croire que le gouvernement puisse avoir des normes aussi basses, et aller demander à l'officiel local de cette région quand, heureusement, l'officiel local nommé Lorgarl entre dans la zone pour une inspection. Noah s'attendait à ce qu'il prenne des mesures contre la terrible qualité de la nourriture, mais à sa surprise, l'homme se bouche le nez et jette un coup d'œil à la bouillie avant de déclarer qu'elle est suffisante, ce qui réjouit les cuisiniers, qui profitent essentiellement de la situation. Le cuisinier en chef lui dit que sa nourriture est prête au manoir, et Garl décide immédiatement de partir pour le festin qui l'attendait. Noah ne pouvait pas supporter cela et avance immédiatement pour affronter l'homme. Il traite Garl de petit bâtard corrompu avec une petite quéquette, ce qui le touche là où ça fait le plus mal, et l'homme à l'ego fragile tire immédiatement une épée sur Noah. Noah appelle immédiatement l'épée Léviathan que lui a donnée Albert, espérant qu'elle le tuera, et l'épée vole immédiatement vers lui. Au début, il pensait que l'épée lui obéirait simplement, mais il réalise soudain la véritable force de l'épée alors qu'elle commence à lui résister, le brûlant avec sa puissante aura sinistre. Noah, cependant, refuse de reculer et continue, et parvient finalement à surmonter l'épée, prenant le contrôle de la lame légendaire une fois pour toutes. Une fois cela fait, Garl n'avait aucune chance, car Noah para facilement son attaque et décide que la sentence pour avoir trompé les habitants pendant une période de catastrophe n'est autre que la mort. D'un coup rapide, Noah lui trancha net la tête, choquant tout le monde dans la région. Immédiatement,
les gardes commencent à les entourer, et il aurait pu être lynché, mais il frappe l'épée contre le sol, créant un trou incroyablement profond dans la terre, choquant tout le monde. Le chaos attira l'attention du chevalier nommé Rowan, qui avait récemment été nommé gestionnaire de cette zone, et il reconnaît immédiatement Noah et s'agenouille. Tout le monde était surpris, mais ils suivent bientôt son exemple, s'agenouillant devant lui, tandis que Noah dit à Rowan que la première chose qu'il doit faire est de s'assurer que tout le monde ici reçoive de la bonne nourriture. Rowan s'excuse immédiatement pour sa négligence et se met à la tâche. Après son retour, Noah est immédiatement convoqué à la capitale par son père, où il s'attendait à être réprimandé, mais à sa surprise, son père le félicite pour avoir pris les décisions au moment où il les a prises et vérifié à nouveau ses statistiques, qui ont augmenté depuis la dernière fois qu'il les a vues. Il remercie Noah pour son aide et lui dit qu'il aura besoin de lui pour continuer à l'aider à gouverner ce royaume. Quelques jours passent, mais Noah reste dans la capitale de la ville, car cette ville est le cœur battant de tout le royaume et l'endroit le plus prospère à ce jour, où de nombreuses personnes talentueuses viennent chercher du travail. Son plan est de recruter l'une de ces personnes talentueuses pour lui-même afin d'augmenter ses propres statistiques et de rapidement devenir une force avec laquelle il faut compter. Son premier candidat est une jeune fille dont il a entendu parler, qui est supposée être une chanteuse incroyable récemment évoquée comme une brillante étoile montante. Il trouve le théâtre où elle doit se produire et prend place aux côtés de Zoé pour voir si elle mérite les éloges ou non. Bientôt, une jeune fille avec un haut de forme nommé Ali apparaît sur scène et se prépare à se produire devant un public. Elle commence bientôt à chanter, et immédiatement Noah est captivé par sa voix. Il sait qu'elle n'est pas la meilleure chanteuse technique dont il ait jamais entendu parler, mais elle est définitivement une chanteuse qui semble vraiment aimer beaucoup son article. Il pense qu'avec le bon entraînement et les bonnes directives, elle peut atteindre la grandeur et commence à envisager de la prendre sous son aile. Avant même que la performance ne se termine, cependant, un groupe de voyous font irruption dans le théâtre et crie à Ali de fermer sa gueule stupide. Tout le public retient son souffle, se demandant ce que ces voyous veulent, tandis qu'Ali reste là, effrayé, alors que les voyous se dirigent vers la scène. Un des employés tente d'intervenir, mais le gros l'écarte immédiatement avant de sauter sur la scène. Il lui crie de payer, affirmant que chanter sur ces scènes ne lui rapportera pas assez d'argent pour payer les dettes de son père. Elle tremblant le suppliant de la laisser partir, car elle essaie de gagner de l'argent et les paiera bientôt, mais le gros lui dit que c'est une façon pourrie de gagner de l'argent, et si elle veut gagner beaucoup d'argent rapidement et facilement, elle doit créer une chaîne sur les réseaux sociaux et y poster des pièges à clics ou des selfies et peut-être son eau de bain. Elle lui dit qu'elle est une fille respectée et ne s'abaisserait jamais à faire des choses pareilles, mais le gros menace de lui casser les deux jambes si elle ne fait pas ce qu'il dit. C'est alors que Noah décide d'intervenir et dit au gros de s'éloigner immédiatement de la fille. Le gros se retourne et dit à Noah de retourner sur les genoux de sa mère et de boire du lait, sinon il le tabassera. Noah s'en moque, il saute de son siège et commence à marcher vers la scène, disant au gros qu'il est illégal de faire assumer aux enfants les dettes de leurs parents par décret de la loi impériale. De plus, il est également illégal de forcer les gens à vendre leur corps pour payer toutes sortes de dettes. Le gros l'attrape avec colère par le col et le soulève dans les airs, affirmant qu'aujourd'hui est le dernier jour de Noah sur Terre, mais il ne sait pas vraiment à qui il parle. D'un simple mouvement de doigt, Noah crée une aura violette menaçante qui projette les trois voyous au sol. Alors que Noah sort son épée et la pointe vers le gros, les voyous réalisent qu'ils sont peut-être surpassés à ce stade, alors ils rembobinent immédiatement leur queue entre les jambes et commencent à s'enfuir. Zoé se dirige vers l'employé blessé et l'aide à se relever, tandis que Noah lui dit qu'il devrait les envoyer vers lui s'ils reviennent jamais à cet endroit pour harceler qui que ce soit. Zoé lui tend une carte de visite, et l'employé est choqué de voir que le garçon devant eux est en fait un prince de ce royaume. Noah ne se soucie pas vraiment des applaudissements, cependant, et se tourne vers Ali et lui demande quelles sont ses dépenses mensuelles. Elle y réfléchit un moment, considérant le fait qu'elle doit aussi s'occuper du traitement de sa mère, et répond que ses dépenses mensuelles devraient être d'environ $600. Noah lui dit qu'il la paiera $2500 chaque mois pour qu'elle puisse travailler sur son chant et s'améliorer. Elle est choquée d'entendre cela et ne peut vraiment pas en croire ses oreilles, tandis que Noah lui dit que son salaire augmentera également à mesure qu'elle s'améliorera. Sur ce, il lui dit de terminer la chanson car il aimerait entendre comment elle se termine, et retourne à sa place. Plus tard dans la soirée, lorsqu'il retourne chez lui, il est accueilli par ses servantes lorsqu'il remarque soudain que les voyous de l'après-midi sont agenouillés la tête contre le sol, implorant une audience pour pouvoir s'excuser. Il sait que ce n'est que maintenant qu'ils ont réalisé qu'il était le prince du royaume, mais il décide de ne pas les recevoir et dit à sa servante de les renvoyer, affirmant qu'un prince n'a pas le temps de rencontrer des gens au hasard. C'est alors que son frère aîné Henri arrive également, affirmant qu'il a pris la bonne décision, car il dévaluerait sa propre autorité de prince s'il parlait à ses ploucs chaque fois qu'il le souhaite. Noah lui dit que ce n'était pas la seule raison pour laquelle il a décidé de les renvoyer, et explique qu'il pense qu'il est toujours vraiment en colère à propos du coup qu'ils ont fait à la fille aujourd'hui, et que cela pourrait les effrayer suffisamment pour ne plus essayer de l'embêter. Henri demande qui est cette fille et pourquoi il semble tant investi en elle. Il affirme qu'elle est une très bonne chanteuse,
et il pense qu'elle peut être un atout pour le royaume si elle continue à s'améliorer. Henry sourit, affirmant qu'il est très jeune mais pense toujours aux complexités de la situation comme un adulte. Il mentionne que Gary a à peu près son âge, mais qu'il agit comme un vrai gamin et n'est pas du tout aussi intelligent que lui. Noah répond poliment que Gary commencera bientôt à comprendre la situation. Il sait que, même s'il les appelle ses frères, Henry et Gary sont de vrais frères de sang car ils sont de la même mère, tandis qu'il a une mère différente. Henry tourne ensuite la conversation vers son épée, affirmant qu'il ne pensait pas vraiment que c'était possible, mais Noah semble sérieusement avoir maîtrisé l'épée. Il demande alors où exactement se trouve l'épée et comment il la porte, car elle est censée être trop grande pour lui de toute façon. Noah se lève et montre comment il fait, utilisant rapidement sa magie pour invoquer l'épée juste devant son frère. Henry était choqué, car c'était la première fois qu'il voyait quelqu'un sortir des choses de son cul, et demande jusqu'où il l'avait enfoncé et si ça faisait mal. Noah lui dit que ce n'est pas comme ça, et qu'il réduit simplement l'épée à une petite taille et la cache ensuite dans sa propre manche. Henry reste sans voix et se rassoit avec un bruit sourd, affirmant avec un soupir que Noah l'étonne simplement, car cette épée était considérée comme maudite et rangée avec tous les autres trésors nationaux depuis plus de 2 siècles à ce jour, et personne dans l'histoire écrite n'est connu pour avoir conquis cette lame. Plus tard dans la nuit, Noah décide de se rendre à une célébration à laquelle il a été invité et repère les voyous toujours au sol. Le gros s'enrage une fois de plus car il continue d'être ignoré et crie qu'il peut le tuer où il veut, donc il ne devrait pas essayer de faire le fier. En représailles, Noah libère simplement une petite quantité d'énergie de son épée, ce qui ramène immédiatement le gros à genoux une fois de plus. Noah monte alors dans le carrosse et arrive bientôt à sa destination, où un vieil homme nommé Ray l'accueille à l'intérieur. La salle de bal commence immédiatement à bourdonner d'excitation alors que la nouvelle de la présence du 13e prince dans la salle de bal commence à circuler. Ray demande à Noah à propos de l'épée qu'il porte, et il répond que c'est l'épée légendaire que l'on croyait maudite, et qu'elle lui a été offerte par le prince héritier Albert. Cela impressionne immédiatement tout le monde dans la pièce, car il commence à parler du fait que recevoir un cadeau personnel du prince héritier est une très grande affaire. L'un des hommes présents, à l'ego fragile, déblatère immédiatement des absurdités sur le fait que l'épée doit être une réplique jouet, sans réaliser qu'il parlait si fort que tout le monde dans la pièce pouvait l'entendre. Le bavardage de la pièce s'arrête complètement alors que tout le monde regarde Noah, tandis que le type commence à pisser dans son pantalon en se demandant ce qui va se passer maintenant. Noah ne lève même pas un doigt, mais soudain une aura mortelle émane de son épée et couvre toute la pièce, les mettant en transe. Noah ordonne immédiatement à l'épée d'arrêter, et l'aura disparaît. Alors que Ray est surpris par les pouvoirs, affirmant que tout le monde dans la pièce s'est senti un peu plus proche de la mort, un peu plus tard, il s'assoit sur un petit trône tandis que tout le monde dans la pièce s'avance vers lui pour lui rendre hommage et gagner ses faveurs. Tous lui semblaient assez ennuyeux, mais finalement, un homme blond nommé Alan s'avance et se présente ainsi que sa fille adoptive, Cindy. La fille semblait alertée par la présence de Noah, mais Noah décide d'ignorer cela et demande comment il en est venu à l'adopter. Alan explique qu'il l'a initialement achetée sur un marché d'esclaves, mais elle a montré beaucoup de volonté et de détermination, apprenant très vite tout en étant socialement intelligente. Comme il n'avait pas d'enfant à lui, il a décidé de l'adopter comme sa propre fille. Noah lui sourit, affirmant qu'il aime les histoires comme celle-ci, et invite le duo à revenir à son manoir pour discuter davantage. Alan semblait vraiment ravi du fait qu'il était le seul reconnu parmi eux tous, mais Noah dit à Ray que la principale raison pour laquelle il les a reconnus est que Cindy est en quelque sorte consciente de son pouvoir. Il le démontre en libérant un peu d'énergie de son épée, mais Cindy le reconnaît immédiatement et se retourne pour s'assurer qu'il n'allait pas être attaqué. Quelques jours passent depuis cet incident lorsqu'un jour, alors que Noah se promenait, il rencontre le 8e prince, Oscar, qui décide de faire une promenade avec lui à travers le marché et d'essayer de trouver des choses intéressantes. En parcourant un tas de merde, Noah remarque un grimoire, et dès qu'il le prend, il change soudainement l'une de ses statistiques en rang et s'il s'y intéresse immédiatement et l'achète, mais remarque que son épée semble réagir. Oscar semble reconnaître le livre comme un tome magique créé par un sorcier il y a longtemps, mais le livre s'ouvre soudainement et libère un énorme monstre en plein air. Oscar dit à Noah de reculer et d'aller en sécurité, mais Noah sort simplement son épée et se positionne face au démon. Il essaie de trancher l'être magique mais échoue pour la première fois. C'est alors qu'il décide d'utiliser un peu de magie supplémentaire avec sa prochaine tranchante et la dirige vers le haut pour ne rien détruire d'autre. Ainsi, la créature magique cesse d'exister, tandis qu'Oscar reste là, se demandant à quel point son petit frère est fort à ce stade. Témoin de cet exploit incroyable, l'un des commerçants sort et s'incline jusqu'au sol, demandant à Noah de jeter un coup d'œil à un objet qu'il a dans sa boutique, qui pourrait bien être un trésor. Il ramène les princes dans sa boutique et leur montre une bague magique, affirmant que cette bague n'a encore accepté personne comme propriétaire, et demande à Noah de l'essayer. Noah met la bague à son pouce, et immédiatement la magie s'active et tout son corps se couvre d'une belle armure de plaques. Le commerçant est choqué, mais Noah l'aime vraiment et l'achète sur le champ, mais Oscar refuse de le laisser payer, affirmant que ce sera un cadeau de sa part. Cela réglé,
Il décide de retourner au théâtre pour regarder Ali chanter. Mais au moment où il sort du carrosse, le gros l'attaque avec une épée. Noah utilise immédiatement un bouclier de sa bague pour bloquer l'attaque, tandis que le conducteur du carrosse maîtrise le gros au sol et le capture. Noah ne s'en soucie plus vraiment à ce stade et entre dans l'auditorium pour regarder Ali sur scène, gérant deux hommes ivres qui se battent l'un contre l'autre pour elle. Noah intervient et utilise sa magie pour détruire leurs vêtements, après quoi il s'enfuit du théâtre. Il appelle ensuite le propriétaire et lui dit qu'il est déçu par la sécurité, ou son absence, dans ce théâtre et propose d'acheter l'ensemble de l'endroit. Le propriétaire était un peu hésitant, mais Zoé sort immédiatement $100 000 de son cul, ce qui donne au propriétaire toute la motivation dont il avait besoin, et il vend immédiatement. Zoé remercie le prince, affirmant qu'elle ne pourra jamais rembourser la dette qu'elle a envers lui, mais il lui dit de se concentrer sur le chant, car il veut qu'elle chante un jour devant le roi. Sur ce, il se rassoit dans le public alors qu'Ali commence l'une de ses chansons spécialement pour lui. Mais c'est là que cette vidéo se termine. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.